Voilà, c'est un grand plaisir, un grand honneur également et c'est une habitude de recevoir ici à Sontexpo sur le plateau FHP Direct avec Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Marie Daudet, la directrice générale de la Direction générale de l'organisation des soins, dite direction des hôpitaux aussi, on pourrait dire ça, mais ici dans la Mecque ou le temple ou la cathédrale de l'hôpital. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir, Marie Daudet, pour aborder l'ensemble des sujets qui sont ceux de la santé, de l'organisation des soins et tout particulièrement de l'hôpital et des cliniques. L'année dernière, vous nous aviez beaucoup parlé de la réorganisation de votre direction. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça fonctionne? Et quels sont les grands sujets qui sont les vôtres? Dites-les-nous. Et puis, je pense que nous avons également quelques idées pour vous interroger sur des points plus particuliers. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, la réorganisation a maintenant plus d'un an. Donc, ça a été un gros chantier, comme je le disais lorsque j'étais venue il y a un an. On est content, on est satisfait des résultats. On a gagné en lisibilité et en force de frappe puisqu'on a identifié nos gros enjeux, nos gros dossiers. Et à chaque enjeu principal correspond désormais une sous-direction soudée avec des bureaux qui sont dédiés aux différentes thématiques. Donc on a gagné en lisibilité, on a gagné en force de frappe comme je le disais. On va faire un bilan là avec les agents puisque j'avais promis aussi que cette réorganisation, elle visait à réduire la charge de travail de mes agents en réduisant les coûts de coordination notamment entre nous et avec l'extérieur. Et donc on a lancé un premier bilan. Là, le questionnaire circule, il va être exploité et je pourrai faire un bilan avec les agents à l'été. Donc ça c'est positif. Les gros dossiers qui sont les nôtres, on ne chôme pas. On a énormément de dossiers sur le feu, certains qui sont dans la continuité de ce que j'avais évoqué l'année dernière, d'autres qui sont nouveaux, mais effectivement on est sur tous les fronts. On est sur le front de l'organisation des soins avec le pacte de lutte contre les déserts médicaux, le pacte accès aux soins qui a été annoncé par le Premier ministre et les ministres le 25 avril dernier et qui devrait trouver une première déclinaison dans la PPL dite mouillée. On est sur tous les plans de santé publique et sur toutes les grandes réformes de santé publique ou d'offres de soins et notamment celle des soins palliatifs aussi qui nous mobilisent beaucoup. On travaille bien évidemment sur le financement. On est toujours en train d'implémenter au mieux nos réformes de financement et d'en concevoir aussi de nouvelles, notamment quand elles nous sont demandées par le pouvoir politique. On est très préoccupé par la situation financière de nos établissements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et c'est une préoccupation constante qui nous occupe et sur lesquelles nous travaillons vraiment fortement. Nous nous préparons, nous nous mobilisons pour la campagne budgétaire et tarifaire actuelle. Et puis bien sûr, le dernier volet, c'est le volet ressources humaines. Vous savez qu'on est en train de voter une réforme historique sur le métier infirmier. C'est la PPL dite infirmière qui va aller de pair avec une refonte effectivement du métier et des soins et des actes que peuvent pratiquer les infirmiers dans notre pays à une époque où on a plus que jamais besoin d'eux. Et avec cette réforme du métier va une réforme de la formation, une réforme ambitieuse avec une maquette de formation qui n'avait pas bougé depuis 2009 et sur laquelle on travaille. Parmi les dossiers RH, nous avons aussi les dossiers des PADU qui nous occupent grandement. C'est eux qui sont occupés, surtout, je crois. On est tous occupés, mais on va simplifier. Ouais. On essaye de simplifier au mieux et ça nous occupe, croyez-moi. Et bien évidemment qu'il y a un besoin de simplification. Le ministre l'a dit à plusieurs reprises et on s'y emploie. Et puis bien sûr, tout ce qui est réforme des études médicales, qui a été beaucoup annoncé par le ministre. Et puis la mise en place de cette fameuse 4e année de médecine générale. Voilà. Alors notre ambition là ce matin ici à Sontexpo, c'est de prendre tous ces sujets et puis de les préciser avec vous. Peut-être en vous posant une première question, c'est comment une direction comme la vôtre et la directrice générale que vous êtes travaille avec le pouvoir politique qui est quand même, on pourrait dire, assez changeant ou assez fragile. Est-ce que c'est plutôt dans le fond un avantage parce que vous êtes finalement très importante et très centrale, ou au contraire, comment vous voyez ça? Faisons un peu de science politique pour commencer.
Alors, moi, je suis directrice d'administration centrale et d'une direction effectivement qui est au cœur des politiques de santé. Et d'une certaine manière, ma direction, elle incarne aussi cette continuité de l'État, notamment vis-à-vis de l'écosystème et des acteurs avec lesquels je travaille. Donc, l'instabilité ministérielle ou les changements de ministres, bien évidemment que ça nous impacte parce que il faut réapprendre à faire connaissance avec des nouveaux interlocuteurs. Mais au fond, notre fil rouge, c'est de continuer d'avancer pour transformer et accompagner au mieux dans cette transformation notre système de santé et incarner encore une fois une certaine continuité des dossiers, en prenant en compte bien évidemment... Vous tenez la maison. Et en prenant en compte, bien évidemment, les divergences de vues parfois que peuvent avoir les ministres sur tel ou tel dossier par rapport à leurs prédécesseurs. Globalement, on est quand même au sein d'un gouvernement qui a tenu un cap sur les différentes réformes que j'ai évoquées, que ce soit les réformes de financement, les réformes de métier ou les réformes en termes d'organisation des soins. C'est par ailleurs un gouvernement qui, quels que soient les ministres, ont aujourd'hui sur la table un certain nombre de dossiers qui n'attendent pas, comme celui de l'équilibre des comptes et l'équilibre financier de nos différents établissements, je l'ai dit. Et donc, de toute façon, ces dossiers-là, il faut bien continuer à s'en occuper et chaque ministre qui arrive le remet sur la table. Donc, pour vous répondre, on continue de faire notre travail. Lamine Garbi, est-ce qu'on pourrait commencer par l'accès aux soins peut-être ? Et notamment, on voit, vous avez le milieu est très agité. Notamment, il y a eu, vous l'avez cité. D'ailleurs, je suis surpris, vous avez cité la PPL Mouillé, mais pas la PPL Garot. C'est fait exprès ? En fait, j'ai cité le support législatif utilisé par le gouvernement pour décliner le pacte accès aux soins et c'est la PPL Mouillé. Oui, et comment vous trouvez l'ambiance là ? Parce que les médecins et les jeunes médecins sont très remontés sur ces évolutions. Ça se maîtrise, ça ? En tout cas, ça se discute. Le dialogue, il n'a jamais été fermé. On échange. Je pense que les annonces du Premier ministre et des ministres sur l'accès aux soins qui datent de fin avril et puis les différentes briques qu'on a posées dans la PPL Mouillé, elles circulent. On discute avec nos interlocuteurs. On peut comprendre, on peut entendre les inquiétudes, on peut entendre les interrogations, surtout chez les jeunes. Et notre rôle à nous, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses et en quoi ce que l'on fait vise d'abord à renforcer l'accès aux soins sur les territoires sans pénaliser bien évidemment nos professionnels. Lamine Garbi. Oui, déjà, rebondir sur le premier point, sur l'instabilité des ministres. Effectivement, 6 ministres en 16 mois, autant de cabinets, mais je dois dire que les accords que nous avions obtenus l'année dernière avec le ministre Valtou, qui étaient des accords structurants pour la profession, ont été respectés. Ont été respectés malgré, je dirais, 2 ministres qui sont passés après M. Valtou. Donc là, c'est clair, la maison est tenue. La maison est tenue et l'engagement des ministres au nom du gouvernement est respecté. Alors, pas dans la vitesse à laquelle on le souhaiterait, notamment je vais parler du protocole de pluriannualité, mais c'est respecté. Donc ça, c'est quand même un point positif et ça donne confiance. Ça donne confiance. Même si cette confiance n'engendre pas une absence de vigilance. Et je prendrai 2 exemples, donc le protocole pluriannualité et le second sur la rémunération des gardes de nos médecins libéraux qui devaient être réévalués au 1er janvier pour se coller à la rémunération publique. Le public, ça va être au mois de novembre 2025. On espère qu'on pourra en bénéficier. Sur l'accès aux soins, je me garderai bien d'avoir une position publique parce que cela concerne les médecins. Et vous le savez, Monsieur Morel, quand on parle des médecins et qui ne sont pas à côté, il y a tout de suite, je dirais, une espèce d'urticant qui dit écoute, occupe-toi de tes chambres particulières, laisse-moi gérer l'accès aux soins et le maillage du territoire. Donc je répondrai simplement que nous maillons déjà le territoire, chaque Français est à 30 minutes d'une clinique, donc nous sommes déjà sur les territoires excentrés, que nous pouvons servir, et c'est le cas, de support pour les médecins qui souhaiteraient, je dirais, sous l'incitation. Le ministre a été très clair hier sur ce plateau. Il a été très clair, il a exprimé qu'il était contre la coercition et qu'il était pour l'incitation et bien sûr pour cette suppression du numerus apertus. Sur cette volonté de supprimer le numerus apertus va se poser le problème de l'accès au stage d'internat. Là aussi, nous sommes force de proposition, 1000 cliniques, un interne par clinique
c'est pas quand même une ambition folle. Ça nous ferait passer de 1% d'internes qui sont formés dans l'établissement à 15%. Et je pense qu'il faudrait établir un quota. Un quota, c'est-à-dire que le privé puisse revendiquer un quota d'internes, bien sûr sous couvert d'un maître de stage, d'un tuteur qui répondent aux conditions. Et je suis persuadé que nos terrains de stage sont merveilleux parce qu'ils vont dépendre d'un maître qui sera à leur côté pendant 6 mois. Donc je pense qu'il y a vraiment une bonne adéquation à prendre. Donc j'aimerais vous entendre, Madame Daudet, sur la pluriannualité. Et le ministre l'a redit hier. Alors, parole de ministre, ça met une pression à tout le monde, que ce soit, je dirais, écrit avant l'été. Alors l'été, c'est le 21 juin, mais on peut dire juillet et août, parce que c'est l'été jusqu'au 21 septembre. Alors sur le protocole de pluriannualité, les travaux ils sont engagés depuis un certain nombre de mois et les fédérations le savent et la FHP le sait puisqu'on a eu pas mal de réunions en fin d'année dernière et puis on a repris, on va dire, le dialogue il y a quelques semaines, le temps au ministre effectivement de s'installer, de recaler un peu les choses. L'annonce elle a été faite, elle a été claire hein, de dire qu'on aurait un protocole d'ici à l'été. Donc nous, on est en ordre de marche pour le faire. Ce protocole, il comprend 2 parties. Une partie dite engagement de l'État, et notamment sur une trajectoire financière et une trajectoire liée aux tarifs, et une partie dite contrepartie ou engagement des fédérations. En échange, on travaille sur effectivement un certain nombre d'engagements de la part des fédérations. Ces 2 parties, elles nécessitent un vrai travail de fond. Sur la première partie, dans le contexte des finances publiques qui est le nôtre aujourd'hui, il a bien fallu qu'on calibre exactement jusqu'où l'État pouvait s'engager, parce qu'on peut toujours signer des choses, mais si après on ne les tient pas, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on arrive à avoir une trajectoire sur laquelle on puisse dealer avec les fédérations, mais qu'on sache, nous, qu'on puisse tenir dans le cadre qui est le nôtre. C'est un peu trumpiste, ça, dealer. Donc c'est ce qu'on est en train, en tout cas, de travailler. Et la partie contrepartie, elle fait l'objet d'échanges, pour le coup, d'échanges nourris. On n'est pour l'instant pas toujours d'accord, mais enfin quand même, on a des objectifs convergents qui est d'accentuer tout ce qui est pertinence des soins et pertinence des actes. Après, quels actes on choisit, de quoi on parle, c'est en cours d'échange. On est tous d'accord pour travailler plus sur la prévention, sur l'hospitalisation à domicile. Donc on a pas mal de points de convergence. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail et qu'on stabilise ces 2 parties. Donc c'est en cours et bien évidemment on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour tenir l'échéance. Madame Daudet, j'ai une proposition à vous faire sur la pluriannualité et la trajectoire. Parce que ça va vous être compliqué sur les 3 ans qui viennent de fixer un taux d'évolution. Ça va être compliqué. Il y a trop d'inconnus. Il y a l'inconnu économique qui peut repartir. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans la sinistrose et de se dire qu'il n'y a pas de rentrée de recettes, que le travail ne va pas repartir. Donc il y a une réalité économique, il y a une réalité politique en 2027 avec une élection majeure. Donc peut-être donner une trajectoire qui dirait qu'il ne peut y avoir de tarifs négatifs et que les tarifs sur la trajectoire seront positifs. Comme ça vous laisse, vous, une marge, ça laisse le champ des possibles, et nous, ça nous permet de rêver et de se dire qu'on va avoir du positif. On ne sait pas combien, parce qu'on le sait, chaque année, on sait très bien que la complexité de l'ONDAM, du PLFSS, fait que on doit passer, alors moi je passe sur l'année de la FHP 6 mois à râler en préparant le PLFSS, et 3 mois à râler lorsqu'il y a la campagne tarifaire qui est sortie. C'est à peu près 9 mois de mon travail syndical. Donc si je peux en sortir un petit peu de cette logique qui est usante pour vous et pour nous, parce que quelquefois on est des camarades turbulents, ce serait bien qu'on ait une évolution positive et ça permettra de faire souffler les esprits et de travailler, je dirais, sereinement sur les contreparties que vous attendez et qui sont légitimes. Oui, c'est bien dans ce sens-là qu'on travaille. On a bien en tête que c'est l'objectif à atteindre. Maintenant, il faut qu'on arrive à concevoir quelle est la trajectoire derrière de l'ONDAM pour avoir des tarifs qui, comme le dit Lamine Garbi, ne soient pas négatifs. Mais c'est ce qu'on est en train de voir et c'est ce qu'on est en train d'échanger avec nos cabinets et qu'il faudra échanger en interministériel. Mais c'est bien cet objectif-là qu'on poursuit, d'avoir quelque chose d'un peu générique qui rassure nos partenaires. Il y a un grand chantier peut-être permanent, mais enfin, vous êtes engagé dans plusieurs grands dossiers de
d'autorisation, de réforme des autorisations. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Je pense que vous faites allusion à la réforme SMR et psychiatrie. Par exemple, mais pas que. Il y a aussi C'est un sujet qu'on tout va ce qui aborder. touche dialyse, néphrologie, enfin, etc. Enfin, il y en a plusieurs, à mon sens. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'autorisation ou de financement. Parce que les sujets que cite Lamine, je ne sais pas si tu veux parler d'autorisation de psychiatrie, d'autorisation de SMR, mais je pense que c'est pas... Non, c'est financement. Là, c'est et de la financement. réforme. Moi, je parlais d'autorisation, mais Voilà. il a rajouté... Alors, on peut parler des deux, les deux. puisqu'on est on est très polyvalent à la DGOS. Donc, sur les autorisations, j'ai envie de dire, le gros de la réforme est derrière nous, puisque vous savez qu'on a réformé il y a 2 ans 14 secteurs d'activité ou 14 types d'autorisation, dont la cancérologie qui n'est pas des moindres. Donc là, on est dans une phase où on essaye d'accompagner au mieux les acteurs et d'accompagner au mieux ces réformes. Il reste d'autres secteurs qui pourraient éventuellement être ouverts à la réflexion. Donc, vous avez parlé de la dialyse et de la néphrologie, c'est en cours de réflexion. On a bien évidemment le sujet qui est sur la table des décrets de 1998 sur la maternité et la périnatalité. Le chantier n'a pas été ouvert pour l'instant. Voilà, donc on est à un stade, on va dire, où on essaye d'accompagner déjà les réformes sur nos autorisations. Et bien évidemment, on traite aussi un sujet qui intéresse beaucoup la FHP, de la réforme de la PDSES, la permanence des soins en établissement de santé, avec les nouveaux schémas de PDSES qui devraient rentrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Oui, on va parler de la PDSES, c'est dans mon mémo. Sur la réforme SMR et Psy, on ne va pas rentrer dans le fond de la réforme, mais est-ce que ce ne serait pas le moment, peut-être, de dresser un bilan sur l'état actuel de la réforme et où nous voulons aller pour l'année qui arrive et les années suivantes? Il y a eu beaucoup de correctifs qui ont été faits par vos services, et merci. Merci d'une part à la FHP SMR et à son président que je salue et à ses équipes, parce que c'est le travail conjoint qui a été mené avec vos services qui a permis de corriger ces anomalies. Mais la correction d'anomalies ne doit pas, je dirais, cacher cette réforme qui pose toujours des problèmes. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas, je dirais de manière apaisée, créer un état des lieux, un bilan d'étape pour se projeter sereinement et enlever cette anxiété des adhérents pour savoir quel va être l'impact de la réforme au quotidien? Alors nous, on est bien, par définition jamais opposé à faire un état des lieux ou un bilan. Je crois qu'en réalité, c'est bien ce qu'on fait. On essaye sur ces deux réformes que sont la psychiatrie et le SMR et qui sont en réalité, et là je rejoins totalement ce qu'a dit Lamine Garbi, toujours en cours. Elles ne sont pas encore totalement implémentées, acceptées dans les établissements. On est en permanence en échange et effectivement, on essaye par briques et par étapes, à la fois de corriger lorsque cela doit être corrigé et d'accompagner et d'expliquer. Probablement qu'il faut qu'on intensifie encore cet effort d'explication et de pédagogie. La nouvelle campagne qui arrive va nous en donner l'occasion. Sur la psychiatrie, on a aussi l'échéance l'année prochaine de ce qu'on appelle la fin de la sécurisation, qu'il va falloir qu'on gère collectivement avec les fédérations. Moi, je le dis et je commence à le dire, même si tout ça est en discussion et qu'on n'a pas encore de décision tranchée, ça ne me semble pas une bonne idée d'aller vers une sécurisation d'un coup et de monter cette marche d'un coup. Et donc, il faut qu'on arrive à voir comment est-ce qu'on peut lisser les choses dès à présent, en réalité. Mais tout ça, c'est en discussion. Il y a désécurisation. Oui, désécurisation. Vous avez dit sécurisation. Oui, comment on peut sortir en fait, voilà. de cette sécurisation sans avoir une marche trop importante à monter. Donc ça, c'est en cours. Et moi, j'aimerais qu'on puisse réunir un comité de suivi de la réforme de psychiatrie avant l'été. Donc pour moi, l'été, c'est le 15 juillet. Mais on va dire avant le 15 juillet, qu'on puisse réunir un comité de suivi pour rediscuter avec les acteurs, notamment de ce sujet-là, mais aussi pour apporter peut-être des explications qui manqueraient sur, comme le dit Lamine, à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce que ça va donner, quels sont le nouvel état des lieux de la réforme. Donc ça, j'aimerais bien qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire assez vite, et je l'ai dit aux équipes. Sur le SMR, la nouvelle campagne va débuter. Là, il va falloir qu'on discute effectivement des tarifs et des dotations populationnelles. Il y a un certain nombre de correctifs qui ont été apportés l'année dernière, et je le dis essentiellement au profit des établissements privés, avec une somme d'argent importante qui a été remise sur la table. Elle sera remise à nouveau dans la campagne qui vient. Il faut qu'on puisse arriver à sortir sereinement de tout ça. Je le rappelle, je le dis à chaque fois, mais ces réformes-là, elles ont eu du mal à se mettre en place, elles ont eu du mal à être comprises, et on peut tout à fait prendre notre part de ce qui aurait pu être mieux fait. Mais en revanche,
leurs objectifs restent des objectifs qui sont pour moi absolument indispensables si on veut progresser dans une homogénéité des financements, une équité entre les secteurs et un rapprochement des besoins de la population. On a plus beaucoup de temps. Oui, je vais le dire très doucement parce que là je suis dans l'enceinte de la FHF et je profite pour saluer Gérard Vincent, le délégué emblématique de cette belle maison. Sur la psychiatrie, il y aurait, alors je mets ça au conditionnel, 30 000 lits qui seraient financés et non actifs. 30 000 lits. Je ne donne pas le montant parce qu'il ferait peur, je dirais, à tout le monde. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas regarder sérieusement ce qui se passe sur les territoires et le financement de cette dotation populationnelle qui a l'effet pervers d'engendrer une rente sur des établissements qui ferment des lits. C'est-à-dire qu'ils sont payés à ne pas travailler en SMR et en psychiatrie. Donc j'aimerais qu'on soulève un peu le couvercle. Donc je le dis de plus en plus doucement, sinon la FHF va me tomber dessus. Mais quand même, je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Sur la permanence des soins, alors Didier Jaffre l'a évoqué de manière très directe. Nous réalisons à peu près 30% de la permanence des soins. Nous sommes financés à hauteur de 10%. En Occitanie, ils financent déjà 30%. Alors ce n'était pas le bon interlocuteur hier pour la permanence des soins. Je dis ça bien sûr avec sourire et affection. Notre objectif, Marie, vous le savez, c'est que nous puissions avoir la juste reconnaissance du travail que les médecins libéraux organisent et réalisent sur les territoires. Et c'est aujourd'hui 30% de la permanence des soins. Et je suis lassé, usé, fatigué que ce soit uniquement la FHF, les hôpitaux publics, pardon, pas la FHF, les hôpitaux publics qui s'arrogent le monopole de cette permanence des soins que nous réalisons aujourd'hui gratuitement. Quand je dis nous, ce sont les médecins qui sont dans nos établissements. Lamine Garbi nous a rappelé habilement que Montpellier était le centre du monde, ce que nous savions évidemment. Il y a quand même également d'autres sujets. Vous allez lui répondre. Je suis désolé, mais le temps imparti va se terminer. Les maternités, il faut que vous nous disiez un mot. Ça, c'est un sujet qui inquiète beaucoup les papas, les mamans et d'une manière générale les Français. Peut-être également d'une manière générale l'ensemble des établissements du grand âge. On nous a signalé, alors dans le public, dans le privé certainement, enfin, il y a eu une alerte de la FHF sur les difficultés de financement. Et puis que vous nous disiez quand même un mot sur la formation. C'est vous qui l'aviez introduit, mais c'est vraiment un sujet. On fait comme ça, Lamine Garbi ? Et on va terminer rapidement. Donc si je reprends dans l'ordre, sur la psychiatrie, on est prêt à tout regarder. De toute façon, votre note, enfin, l'alerte nous a été passée, on regardera, mais par définition, on finance jamais des gens qui ne travaillent pas. C'est un postulat de base, mais il y a des masses historiques, effectivement, qui ont été redistribuées. Donc on peut toujours regarder, mais il faut être assez serein dans tout ça, et ça m'amène au deuxième sujet qui est celui de la PDSES. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Je ne pense pas qu'on puisse fixer d'objectifs au niveau national, de dire on représente 35% de l'activité, on doit faire 35% des gardes ou des lignes de garde ou d'astreinte. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En revanche, aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une inégalité de poids entre la part que prend le secteur public et la part que vous prenez de votre côté. Et un des objectifs de la réforme, c'était aussi de rééquilibrer cela et de savoir comment le rééquilibrer. Et c'est le principe de l'appel à candidature publique qui va permettre au DG d'ARS de voir qui est exactement candidat et de voir qui est écarté et pourquoi. Et quand on fera le bilan, parce que moi je souhaite qu'on fasse un bilan national à la fin de l'année de la façon dont ça s'est déroulé, on verra bien les raisons pour lesquelles, à X ou X endroits, on a pu écarter des acteurs. Bien évidemment qu'il faut rééquilibrer cet objectif-là, on le poursuit, et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a pris ces dispositions dans la loi. Maintenant, les outils, ils existent, c'est les outils de la loi Valtou et de ses textes d'application. Les ARS doivent s'en saisir, et effectivement, aujourd'hui, le privé détient 23% des lignes de garde et 12% de l'activité de PDSES, selon les chiffres qui sont issus de l'enquête qu'on a menée. Je ne pense pas qu'on arrivera à tripler, passer de 12% à 36%. Mais on va l'augmenter et on veut l'augmenter. Mais c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et ça déroule. Il va falloir discuter dans les territoires. Il y a des endroits où, tu l'as dit d'ailleurs, c'est le privé qui assure la PDSES. Et puis, dans beaucoup d'autres endroits, y compris les endroits les plus reculés parfois et les plus difficiles, c'est le public qui assume cette contrainte-là. Donc, il faut vraiment
que tous les acteurs se remettent autour de la table avec les outils qui sont aujourd'hui les leurs et qui répartissent au mieux cette charge de travail-là. Maternité, grand âge? Alors, sur la suite, maternité, on est sur une ligne de crête en permanence au ministère sur les maternités. Bien évidemment, on entend le souhait des élus et d'une partie de la population de la proximité et du maintien d'un lien de proximité. Mais nous, à la DGOS et au ministère, on est aussi garant de la sécurité des patients et en l'occurrence des patientes. Et donc, il faut qu'on arrive absolument à sortir de ce débat binaire pour ou contre les petites maternités. Voilà. Il faut qu'on arrive à avancer et dans un chemin apaisé sur un objectif où on a un service public qui est rendu à toutes les patientes avec la sécurité maximale sur tout le territoire. Il faut qu'on avance et qu'on trouve ce chemin-là. Compte, mais on a interrogé M. Noder sur le sujet, que les résultats des morts d'enfants, enfin infantiles, mortalité infantile est très très forte, visiblement dans notre pays. Alors il a appelé à la mise en place d'un registre. Il a, je pense, raison de dire qu'il faut regarder exactement la situation. Mais enfin bon, c'est pas très brillant là. Ah non, ça, on ne peut pas dire que ce soit brillant. On n'est pas bon, c'est très clair. Et donc il va falloir tout à fait rouvrir ce dossier. En revanche, si je peux me permettre, le lien entre ces mauvais résultats et l'éloignement d'une maternité n'est absolument pas ni objectivé ni juste. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à... Grand âge et situation... je ne sais pas si vos établissements de grand âge sont aussi... Enfin, c'est surtout la FHF qui, dernièrement, a alerté. Je vais vous faire une double réponse. Une première qui n'est pas du tout satisfaisante, qui est de vous dire le grand âge, ça n'est pas chez moi, mais ça n'est pas satisfaisant, puisque ce n'est pas la DGOS qui suit les EHPAD. Et plus sérieusement, oui, on a aujourd'hui un gros problème de déficit dans les EHPAD publics, qui va de pair quand même aussi avec les sujets de préoccupation qui sont les nôtres sur la situation financière de nos établissements sanitaires publics en général. Et effectivement, c'est encore pire côté EHPAD. Donc il va falloir là aussi qu'on se ressaisisse de ces sujets, mais c'est ce que nous sommes en train de faire collectivement au ministère. Sur la formation ? Oui. Sur la formation, ce sont les grands enjeux de demain, ce sont des sujets auxquels tiennent particulièrement nos ministres. Et donc sur les infirmiers, je n'y reviens pas, je l'ai dit en introduction, mais ce qu'on va faire va être vraiment historique et on espère que ça va permettre aux métiers infirmiers de retrouver l'attractivité qu'ils méritent. Mais vraiment, on y croit. Et encore une fois, j'insiste, ce qui va se passer c'est un tournant historique pour la profession. Sur les médecins, on a plusieurs réformes à mener de front, mais le ministre a été très clair sur le fait qu'il voulait réformer notamment la première année de médecine pour simplifier ce qui existe aujourd'hui, qui manque effectivement probablement de lisibilité, rapprocher ces études des territoires pour pouvoir garder nos médecins ensuite dans nos territoires et de pouvoir accroître le nombre de nos étudiants. Juste un mot, et Marie le sait parce que c'est mon dada, sur les pharmacies et usages intérieurs, que l'on puisse avoir une autorisation de dérogation d'embaucher des pharmaciens, des docteurs en pharmacie versus des internes lorsqu'il y a carence et lorsqu'il y a impossibilité de trouver sur le marché des internes en pharmacie. Et puis je fais un peu ma pub pour la loi infirmière. Écoutez la prochaine émission des Contrepoints de la Santé la semaine prochaine. Il n'y a pas de vent favorable, comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui ou celle qui ne sait où il va. Marie Daudet, nous avons été très heureux de vous retrouver. On vous dit à l'année prochaine. C'est d'accord ? Tout à fait, à l'année prochaine. Merci. Et avant le 26 octobre pour notre journée FHP qui sera à Paris. Merci et bon congrès à vous et bon congrès à tous.